Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect. La pré-saison est finalement commencée. J'ai pu regarder la première partie du Canadien de Montréal hier soir et ça m'a rendu un peu excité. Donc je me suis dit pourquoi pas aller faire un ranking de toute la division Atlantique du numéro 1 au numéro 8 et de comparer les équipes, ou de comparer les alignements de toutes les équipes avec celles du Canadien de Montréal et de voir un peu où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Donc, c'est un peu ça le plan pour aujourd'hui. Avant qu'on commence, s'il vous plaît, prenez le temps d'aimer la vidéo, souscrire à la chaîne ou même si vous êtes sur mobile, il y a un petit bouton qui s'appelle Hype. Appuyez là-dessus, ça va aider dans le fond à propulser la chaîne à plus de gens qui veulent écouter des affaires de hockey ou de prospects en français. Donc, ça serait apprécié. Merci. Donc, si on commence ça avec les Maple Leafs de Toronto, c'est sûr que si on compare les premières lignes, ben, surtout le premier centre, dans le fond, Nick Suzuki, Austin Matthews, ça se compare pas vraiment. Austin Matthews, c'est un des meilleurs centres dans la Ligue nationale. Nick Suzuki est très, très bon, mais Austin Matthews, c'est Austin Matthews, on s'entend. Euh, c'est ça. Après ça, le top 6, Matthew Nice, William Nylander, John Tavares. Puis aussi, je pense, dans les blessures, ils ont un petit joueur, c'est le Max Domi qui va embarquer dans le top 6, j'imagine. Fait que, tu sais, c'est un très bon top 6 parce que, c'est sûr, Austin Matthews et Matthew Nice sont très bons ensemble. Matthew Nice, c'est un peu comme si on le compare à Juraj Slavkovsky. C'est un joueur qui est probablement plus direct, qui est plus orienté vers le filet, qui est probablement aussi un petit peu meilleur le long des boards que Slavkovski l'est actuellement. Je pense que le plafond de Slavkovski est plus élevé que celui de Matthew Nice, mais n'empêche que à Star-C, Matthew Nice est probablement le meilleur joueur. Puis Slavkovski, il a une touche de playmaker un peu plus que Matthew Nice. Matthew Nice, il est vraiment très power forward, direct qu'on finit au filet, puis that's it, that's all. Slavkovski, une fois de temps en temps, il aime ça comme s'aventurer puis devenir un playmaker. Donc, c'est pas exactement le même type de joueur, mais tu sais, Martinez, en ce moment, c'est un excellent joueur, donc on peut le comparer à Slavkovski. C'est sûr que Matt Shelley, dans ton top 6 ou sur ta première ligne, ça laisse à désirer. Mais c'est ça. Sinon, William Nylander, un excellent joueur, terrible en défense, mais sinon très bon offensivement. John Tavares, un bon centre, surtout pour une deuxième ligne, c'est parfait. Puis Max Domi ici. Après ça, Nick Roy sur ta troisième ligne, c'est parfait. Easton Cohen, qui est un très bon prospect. Je pense que ça va être très bien pour lui de commencer sur une troisième ligne ici. C'est même parfait, je dirais. Après ça, Scott Lawton comme quatrième centre, c'est plus que bon, c'est excellent. On s'entend que ces deux lignes-là vont probablement rouler genre autant de temps les unes les autres. Là. Je pense pas que c'est comme celle-là va être la troisième, celle-là va être la quatrième. Je pense vraiment que c'est comme deux troisième lignes. Je suis pas sûr que Nick Robertson il est si bon que ça dans un bottom six. Steven Lawrence il est juste correct. Dakota Joshua il est juste correct. Fait que, c'est pas, ils n'ont pas beaucoup de profondeur ici, mais il y a Bobby McMahon qui va descendre sur une des autres, j'imagine, puis il va y avoir un Domi qui va venir ici, ou peut-être que Domi va être dans le bottom six, mais tu fais quoi avec Domi dans le bottom six, je sais pas. Fait que, la profondeur n'est pas nécessairement là, mais au niveau du top 6, ils ont un bon top 6. Sinon, en défense, il y a un peu là, le problème, je trouve, avec Toronto, c'est que la défense, même si est meilleure que ce qu'elle a déjà été, on va s'entendre là-dessus. Chris Tanev, c'est un bon défenseur. Jake McGinn, c'est un bon défenseur. Morgan Riley, même chose. Brandon Carlo, il est correct. Oliver Ekman-Larsson, c'est un gars qui s'est comme réinventé. C'est un joueur qui était purement offensif avant, puis quand l'offense est mourue, puis qui a arrêté de produire des points. Ben, il s'est comme réinventé en défenseur mature qui est capable de bouger la rondelle, mais qui est aussi capable d'être physique, qui est capable de très bien défendre, qui est capable de suivre les joueurs parce qu'il a un très bon patin aussi. Simon Benoît, ben, c'est un joueur de bubble, si on veut, là, qui peut jouer dans la AHL autant que dans la NHL, mais c'est pas nécessairement un bon joueur dans la Ligue nationale. Ben, ça fait une défense qui est quand même très ordinaire. Là. Ta première paire de Jake McKay et Chris Tanev, c'est assez ordinaire. Puis Morgan Riley, je pense que c'est un défenseur qu'on peut dire un défenseur de première paire. Mais tu sais, il n'y en a pas d'autres là-dedans. Fait que je pense que. Ouais, c'est ça que je disais. C'est ordinaire, dans le fond. Puis dans le net, ben, c'est sûr que Anthony Stollars, c'est un excellent goalie. Il a très bien fait en Floride avant, puis il a encore très bien fait l'année passée à Toronto. Puis après ça, Denis Illiby. Ou sinon, ça va être Joseph Wool qui est parti, dans le fond, pour un congé personnel pour aller régler des problèmes. Euh, mais en bowling, le goal sera jamais un problème. Anthony Stollars, c'est la solution pour Toronto. Il était l'année passée, puis il va continuer de l'être. Fait qu'en bowling, c'est une équipe qui est bonne, sauf qu'on peut voir qu'il y a quand même un trou géant qui s'est créé avec Mitch Marner. Dans le fond, tu peux pas remplacer Mitch Marner par Mathias Machelli. Ça marche pas. Fait que, ouais, je pense qu'ils vont avoir un problème aussi sur le power play. Mitch Marner, c'est le joueur qui pouvait justement prendre la rondelle sur le long de la board puis qui pouvait créer tous les jeux, le distributeur principal. Euh, ça va être compliqué sans lui. Là. Ça va être quand même compliqué. Même à 5 contre 5, c'est aussi un joueur qui était très bon défensivement. Donc, ça va être difficile pour Toronto. Je pense que c'est une équipe qui va prendre une bonne drop, selon moi. De toute façon, on va tout parler de ça un peu plus tard vers la fin. Mais
Autant qu'ils sont bons, c'est une équipe de playoffs, là. Je suis sûr qu'ils vont faire les playoffs. C'est pas une équipe élite. Je pense qu'on n'est plus là. Si on passe au prochain, après ça, je pense que c'était. Je les ai mis en ordre, hein. Tampa Bay au numéro 2. Fait que si on passe à Tampa Bay, c'est sûr que Tampa Bay, c'est une des meilleures équipes dans l'Est, sinon la meilleure équipe dans l'Est. Donc je pense que c'est pas vraiment un problème. T'sais, on s'entend, Nikita Kucherov, c'est le meilleur ailier de la Ligue nationale. Puis je veux dire, je pense pas qu'il y ait de joueurs qui sont si proches que ça. T'sais, même Pasternak, je prenais Kucherov avant Pasternak tout le temps. Il n'y a jamais d'exception. Jake Genzel, un autre joueur qui est comme un top 10, probablement plus top 15 en termes d'alliés dans les nationales. Brennan Hagel qui est en train de devenir comme un allié top 10 dans les nationales, quelque chose comme ça. Super bon défensivement, super bon offensivement, super intense. Je veux dire, un joueur à tout casser, pour vrai. Là. Puis après ça, ta ligne de centre, ben, tu as Braden Point comme premier centre. C'est pas le plus gros joueur, mais on s'entend que c'est un excellent joueur, très bon offensivement, très bon défensivement, un joueur quand même intense, qui a un bon tir. Puis tu as aussi Anthony Cirelli, qui est un autre joueur qui est rapide, qui est intense, qui est plus défensif qu'offensif, mais qui est capable aussi de faire des jeux offensivement. Puis d'ailleurs, la saison dernière, je pense qu'il a fini avec comme 60 quelques points, si je ne me trompe pas. Je pense pas que c'est vraiment ça, Anthony Cirelli. Je pense que c'est plus un joueur entre 45 et 55 points, pas nécessairement un joueur de 60-70 points. Mais comme deuxième centre, c'est plus que parfait. Puis c'est un gars qui va jouer sur le penalty kill. Euh, juste, honnêtement, un top 6 à tout casser. Puis je pense que justement, le Gage Conclaves qui est ici, il va se faire remplacer par un Connor Geeky ou quelque chose comme ça. Ça ferait beaucoup plus de sens, à mon avis, même s'il n'a jamais joué right wing. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est ça. Puis sinon, après ça, dans le bottom 6, ben là, c'est Bjorkstrand, Yanni Gould, soit Geeky ou Conclaves, dépendant. Gergensen, Holmberg, puis Chaffee. C'est pas le meilleur des bottom 6, à mon avis. Puis je pense que les top là, dans le fond, ils sont très top heavy. Dans le fond, un peu comme Toronto était l'année passée, mais ils ont toujours été comme ça. Leur profondeur n'a jamais été vraiment leur force, mais tous les joueurs qui viennent jouer pour Tampa Bay, généralement, ils jouent relativement bien, à quelques exceptions près. Mais je pense que le top 6 va passer tellement de temps sur la glace qu'ils vont juste splitter les minutes après ça qui reste entre la troisième ligne et la quatrième ligne. Puis ils n'ont pas besoin d'avoir de troisième, quatrième ligne qui sont super fortes parce que parce que le top 6 va manger tellement de minutes. Mais sinon, en dessous, tu regardes ça, c'est quand même relativement faible, admettons. En défense, ben Victor Hedman, c'est Victor Hedman. C'est sûr que là, il vieillit, puis c'est plus le Victor Hedman qui a toujours été, mais il est encore un excellent joueur. Encore un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Donc lui, c'est sûr qu'il peut driver sa paire, puis aucun problème. Puis il est pairé avec JJ Moser, qui est un autre bon défenseur. Il n'est pas aussi bon que les défenseurs pour lesquels ils l'ont échangé. Dans le fond, ils ont perdu Sergachev dans cet échange-là, mais ça reste un défenseur qui est quand même bon puis qui peut bien jouer avec Victor Hedman. Pour ça, Ryan McDonough, qui est rendu quand même relativement vieux. Il patine plus comme qu'il patinait. C'est plus le joueur que c'était. Mais c'est un joueur qui est fiable défensivement, qui est capable de bouger la rondelle. C'est pas un gars qui va t'en donner une tonne offensivement, mais quand même, si tu peux défendre, si tu peux bien défendre au niveau de la Ligue nationale, puis tu peux bien bouger la rondelle avec une belle première passe, puis join le rush une fois de temps en temps, c'est correct. Puis l'autre côté, Eric Chernak, ben, c'est un défenseur top 4. C'est peut-être pas le plus flamboyant puis le meilleur de tout, mais ça reste quand même un défenseur de deuxième paire. À mon avis, un numéro 4, c'est parfait comme ça. Puis après ça, ben là, Lilleberg puis Radish, ben ça laisse à désirer comme troisième paire, à mon avis, mais encore là, probablement que la majorité du temps va être splitté entre ces deux paires-là. Puis celle-là va en jouer pas mal moins. Puis sinon, ben, dans le net, c'est toujours été André Vasilevski. Fait que c'est lui qui va jouer la majorité des parties. Puis Johansson va en jouer un petit peu. Mais tu sais, Vasilevski, c'est un goalie comme top 5, top 3 dans les nationales. Fait que je pense pas un problème. Puis Nick Paul aussi, justement, qu'on dit qu'il est blessé, lui, il va se ramasser dans le bottom 6 qui est ici. Puis ça vient redonner un petit peu de vie à ce bottom 6-là, même si ça reste que c'est pas toujours le meilleur, admettons, pour faire ça simple. Si on passe au prochain, on s'en va en Floride. Ben sûr, tu sais, la Floride, eux autres, ils viennent d'aller en finale 3 années de suite. Donc, c'est une équipe qui va être un petit peu plus fatiguée, j'imagine. Puis j'imagine qu'ils vont lever le pied aussi, tu sais. L'année passée, ils ont fini troisième dans la division Atlantique. Puis je pense que ça risque d'être encore similaire dans le sens que, tu sais, first, ils n'auront pas catch-up pour les quelques premiers mois de la saison parce que je pense qu'on va avoir une opération, quelque chose comme ça. Du moins, il est blessé. Puis aussi, quand ça fait 3 années de suite que tu vas en finale de la Coupe cette année, ça se peut que ton équipe soit un petit peu fatiguée. Fait que probablement que volontairement, ils vont lever le pied un petit peu sans nécessairement. T'sais, volontairement, oui, puis non, dans le fond, là, dans le sens que ils sont juste fatigués, fait qu'ils vont jouer moins intense qu'ils pourraient jouer. Comme les Canadiens ont battu la Floride tous les matchs l'année passée, mais
en série, on n'aurait eu aucune chance contre la Floride, même pas proche. Fait que, mais en bout de ligne, un top 6 de Alexander Barkov, Carter Verhaeghe, puis Sam Reinhart, super bonne première ligne. Là, ici, c'est sûr, c'est Evan Rodriguez, Sam Bennett, puis Samuskevich, mais je pense que Samuskevich va probablement rester là, Rodriguez va probablement descendre, puis Kachuk va venir prendre un spot ici. Puis sinon, ta troisième ligne, ben, t'as Anton Lundell, qui est, on s'entend, un centre de top 6, mais qui peut pas vraiment bouger dans le top 6 parce qu'il y a Sam Bennett qui vient de signer un contrat en plus. Fait qu'il va rester sa troisième ligne, mais il va jouer avec Brad Marchand toute l'année. Ce qui est vraiment excellent. C'est un excellent duo. Puis tu perds ça avec Louis Sterainen, qui a été super bon pour eux autres. Puis après ça, la quatrième ligne, ben, Boquist, Kunin, puis Entwistle, c'est rien de spécial là. Mais je pense pas qu'il va rester beaucoup de minutes pour eux de toute façon. Fait qu'ils vont jouer comme 8 minutes par partie ou 10 minutes par partie, puis ça va finir là. Sinon, en défense, ben, Gustav Forsling, qui est un défenseur qui a été, dans le fond, sous-estimé longtemps, qui l'est de moins en moins parce que je pense que tout le monde comprend que, étant le premier défenseur de la Floride, d'une équipe qui est allée 3 années de suite en à la Coupe Stanley, je pense que ça, à un moment donné, le monde comprenne que c'est un bon défenseur. René Blad, qui vient de re-signer, qui est aussi très, très bon. Probablement pas aussi bon. C'est un joueur, c'est un choix numéro 1 overall. Je pense pas qu'il est à ce niveau-là. Mais ça reste un très bon défenseur. Mikola qui a été excellent pour la Floride aussi. Puis Seth Jones, qui, dans le fond, qui était dans une situation terrible à Chicago, ça fonctionnait pas. Puis le joueur était terrible aussi. Puis là, tu l'amènes dans une situation avec beaucoup plus de structure, beaucoup de meilleurs joueurs alentour de lui. Puis tout à coup, Seth Jones redevient le Seth Jones qui était dans le temps. Puis c'est un joueur qui patine bien. C'est un athlète extraordinaire. Puis c'est un joueur qui est capable de bien jouer des deux côtés de la patinoire. Ouais, ça fait un top 4 qui est très solide. C'est pas un top 4 qui est comme flashy, parce que dans le fond, il n'y a pas de Rasmus Dahlin ou d'affaires comme ça là-dedans. Sauf que c'est un top 4 qui est complet, c'est un top 4 qui est mature, c'est un top 4 qui peut défendre, qui peut bouger la rondelle. Donc, c'est excellent de ce côté-là. Puis sinon, la troisième paire, Jeff Petrie, je sais pas s'il peut encore jouer. Il était déjà pas nécessairement très bon l'année passée. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais sur une troisième paire, c'est pas la fin du monde. Avec Kulikov, ça fait le travail. Puis sinon, ben, dans le net, ben, c'est Sergei Bobrovsky. Je pense qu'il est sur sa dernière année de contrat, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais jusqu'à preuve du contraire, Bobrovsky est un excellent goalie. Donc, probablement qu'il va continuer d'être excellent. Ça risque d'être pas mal ça. Si on passe à la prochaine équipe, les Sénateurs d'Ottawa, c'est sûr, eux autres, la ligne de centre est excellente à mon avis. Tim Stutzla, Shane Pinto, Dylan Cousin. Probablement que Cousin est le deuxième centre, Pinto est le troisième centre, mais Pinto, c'est un joueur qui a un potentiel top 6, donc je pense pas vraiment que ça a tant d'importance que ça. Sinon, la première ligne, là, ici, c'est Ridley Gregg, mais c'est parce que il y en a un qui est blessé, j'imagine. Ouais, Drake Batterson, mais il était déjà là. OK. Fait que dans le fond, le top 6, Tim Stutzla, Drake Batterson, Brady Ketchuk, Shane Pinto, ou Dylan Cousin, puis probablement Fabian Zetterlund quelque part en dedans. Parce que je pense que leur troisième ligne, l'année passée, c'était Shane Pinto, Amadio, puis. Non, c'était Shane Pinto, Claude Giroux, puis Greg. Je pense que c'est ça leur troisième ligne, non? En tout cas, on verra cette année. Mais n'empêche que peu importe, leur top 9 est excellent. La quatrième ligne laisse à désirer. Je pense que Lars Eller n'a plus vraiment de jus. Il n'était pas super bon l'année passée. Arthur Kaliev, c'est ça. David Perron, je pense que c'est un joueur qui peut bien jouer sur une quatrième ligne, mais il a ralenti quand même énormément. Mais en bout de ligne, là, Fabian Zetterlund, c'est pas mon joueur préféré. On s'entend, c'est un joueur qui peut finir avec la rondelle, qui est capable de scorer des buts, puis c'est correct. Puis après ça, Amadio, Cousin, Pinto, Giroud, Kachuk, Griggs, tout cela, Batterson. Le top 9 est excellent pour cette équipe-là. Je pense ils ont créé quelque chose d'assez fort pour aller se battre en série puis se rendre assez loin, à mon avis. Puis sinon, en défense, ben là, on parle de Jake Sanderson, Artem Zub, Thomas Chabot, Nick Jensen, Tyler Clevin puis Jordan Spence. Encore une fois, Jake Sanderson, c'est une star. Là. On s'entend, c'est un défenseur excellent. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, dans le fond, pour faire ça simple. Il n'est pas au niveau, admettons, de Makar ou de Quinn Hughes, un affaire comme ça, mais c'est un défenseur très différent de ça. Mais c'est un joueur qui est vraiment bon offensivement et en plus d'être excellent défensivement. Un des top 10, peut-être même top 5 défenseurs dans la Ligue nationale. Artem Zub, un joueur qui est un petit peu sous-estimé, à mon avis, mais qui fait très bien. Thomas Chabot, un joueur qui a été capable de se réinventer un petit peu. Il n'est plus le joueur autant offensif qu'il était, mais il est probablement meilleur défensivement qu'il n'a jamais été. Fait que c'est une bonne chose. Puis ça l'aide aussi d'être avec Nick Jensen, qui est un joueur très mature, très bon défensivement, physique, capable de bloquer l'intérieur. Puis une troisième paire avec Tyler Clevin, qui est bon défensivement, mais qui ne peut pas faire grand-chose avec la rondelle.
Mais de l'autre côté, tu as Jordan Spence qui est moyen défensivement, mais qui est capable de bouger la rondelle très bien. T'sais, il n'est pas nécessairement mauvais défensivement, mais il est, mettons, moyen. Fait qu'en défense, ça a l'air solide. T'sais, Jake Sanderson, comme je disais, c'est une star. Thomas Chabot, il n'est pas à ce niveau-là, mais mettons, il y a une coupe de coche en dessous, mais ça reste un excellent joueur. Fait qu'en bowling, ça regarde très bien. Puis sinon, dans le net, ben, c'est Linus Ulmark, qui est un excellent goalie dans la Ligue nationale. Je ne sais pas, il est du top 5, il est du top 10, je ne sais pas, mais c'est un qui est excellent, donc c'est vraiment pas un problème. Puis sinon, le backup, Mary Linen, ben, on verra comment ça va aller, mais je pense pas que c'est nécessairement un problème. Puis de toute façon, Hallmark risque de jouer la majorité des parties. Mais en bowling, c'est une équipe qui est construite là, très, très, très solide. Je pense que le seul problème avec Ottawa, c'est que ça va être dur de continuer ça parce qu'ils n'ont rien en relève en dehors de Yakemchuk. C'est la partie qui va être le plus difficile pour eux autres, mais ce qu'ils ont au niveau de la Ligue nationale est très solide. Puis là, ils vont avoir Dylan Cousin pour l'année au complet. Ils vont avoir Fabian Zetterlund pour l'année au complet. Donc, ouais, je pense qu'ils vont être très solides. On passe aux prochaines, puis ça, c'est une équipe qui, on dirait, à chaque année, il n'y a rien qui change. C'est Détroit. Dans le fond, tu sais, le problème, c'est sûr que là, Elmer Soderblom, sa première ligne, je pense pas que ça va arriver. Là, je serais très surpris. Ils ont-ils des blessures? Juste Simon Edvinson, puis ça, c'est en défense. Fait que on s'entend, là. Ça arrivera jamais, ça. Mais n'empêche, c'est la première ligne. Dylan Larkin et Lucas Raymond, c'est un bon duo de première ligne. Je pense que Dylan Larkin, c'est pas le meilleur centre de première ligne qu'il y a. C'est probablement. Ça serait un centre de deuxième ligne élite, mais je pense qu'en termes de centre de première ligne, il est comme moyen ou sinon comme dans. Je sais pas, dans le bottom 10, admettons, des centres de première ligne, peut-être, quelque chose comme ça. Sinon, Lucas Raymond, c'est un excellent winger. Je pense que c'est un joueur qui peut prendre une coche de plus de Husky. En plus, selon moi, Lucas Raymond, c'est un des joueurs qui peut devenir comme un top 15 là, dans la Ligue nationale en termes de right winger. Je serais vraiment pas surpris. C'est un gars tellement talentueux, mais aussi tellement intelligent, qui est aussi très intense avec la rondelle ou sans la rondelle. C'est un gars qui se donne à 100% tout le temps. Euh, Moi, je l'adore. Fait que, puis c'est la seule star, tu sais, dans le fond, qu'ils ont, là, si on veut. Alex DeBrincat aussi, mais Alex DeBrincat, c'est un peu comme un Cole Caulfield. Euh, c'est une star, mais c'est un joueur qui est plus one-way. C'est un joueur qui, en dehors de faire ça, oui, il crée des jeux, puis oui, il fait des buts. Ça reste des joueurs qui, défensivement ou dans d'autres situations, en dehors, dans le fond de la zone offensive, ils n'ont pas tant de. Quand je pourrais dire, c'est pas là leur place. Leur place, c'est vraiment dans la zone offensive. C'est ça que je veux dire. Mais sinon, en tout cas, pour Détroit, Marco Casper, DeBrincat, Patrick Kane comme deuxième ligne, c'est une très bonne deuxième ligne. Je pense que Marco Casper va prendre un petit step. Puis sinon, ben, après ça, le bottom six, c'est avec Andrew Cup, Rasmussen, Appleton, c'est pas mauvais. GT Comfort, quatrième ligne, c'est bon. Van Riemsdyk, puis Berggren, c'est correct. Fait que, ils ont de la profondeur. Puis je pense que c'est un peu ça le problème avec Détroit, c'est qu'ils ont juste ça, de la profondeur. Même dans ce qui s'en vient, on parle dans le fond de Brandstad Nygard, on parle de Danielson, c'est des joueurs middle six. On parle pas des joueurs, dans le fond, là, qui vont devenir des stars. Du moins, ça serait quand même relativement surprenant. Puis Carter Bear, qui pourrait être un très, très bon joueur. Carter Bear, selon moi, c'est le joueur qui a le plus de potentiel dans leur prospect pool. Fait que, il y a ça qui s'en vient éventuellement. Mais pour l'instant, cette année, même si, mettons, Brandstad Nygard fait l'équipe ou Danielson fait l'équipe, ça aide-tu vraiment l'équipe à compétitionner cette année? Dans le fond, tu remplaces, je sais pas moi, Andrew Cup par Danielson, ça vient faire quoi? Ça vient pas faire grand-chose, à mon avis, hein. Sinon, en défense, c'est sûr, là, il y a Albert Johansson ici ou Justin Hall au lieu d'avoir Simon Vincent. Fait que c'est sûr que Moritz Sider, c'est c'est une star. Dans le fond, c'est un défenseur numéro un dans la Ligue nationale. C'est un gros joueur qui est super bon, un super bon patineur, très physique, très bon offensivement. Puis Simon Vincent, qui est un joueur qui est en devenir, un joueur de première paire aussi. Je sais pas s'ils vont les mettre ensemble ou s'ils vont les garder séparés comme l'année passée, mais n'empêche que le reste de la défense, c'est Ben Sherratt qui tire à sa fin, Albert Johansson, Bernard Docker, Gustafsson, Justin Hall, c'est tous des joueurs que j'aime pas, mais que j'aime pas du tout, même, je dirais. Fait que, tu sais, ils ont deux joueurs, puis le reste, ça laisse à désirer, mais pas à peu près. Fait que je trouve que cette défense-là est terrible, dans le fond, à mon avis. Là, c'est sûr, ils ont deux bons joueurs, là, deux excellents joueurs. Mais le reste est terrible. Puis sinon, dans le net, ben là, ils ont été chercher John Gibson, qui est quand même très bon. Je pense que même les stats supportent le fait que c'est un joueur qui était bon, mais qui était dans une mauvaise équipe. Fait que je pense que ça va les aider, mais tu sais, à quel point que John Gibson tout seul va les aider à
les amener dans les playoffs l'année prochaine. Puis quand toutes les autres équipes prennent des steps ou toutes les autres équipes qui ont des rosters qui sont quand même plus avancés, je pense que c'est pas assez, dans le fond. Là. Fait que, de toute façon, on va tout voir ça à la fin. On va faire un ranking à la fin, mais je pense pas que c'est une équipe qui s'en va vers les playoffs, admettons. Après ça, ben, on a les fameux Buffalo Sabres qui sont toujours ordinaires puis qui vont rester ordinaires selon moi. Dans le fond, si ton premier centre, là, c'est Josh Norris, je sais pas, peut-être qu'ils vont remettre Tage Thompson au centre ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, là, Josh Norris serait leur premier centre, puis c'est sûr Ryan McLeod est le deuxième centre, Yuri Coolidge serait plus le troisième. Ça reste que c'est pas assez. Là. Puis là, dans le fond, il y avait un JJ Peterka, un gars de 70 points qui était dans cet alignement-là, dans le top 10, dans le top 6 ici, mais il est plus là. Fait que là, dans le fond, ton top 6, c'est Josh Norris, qui risque de pas jouer la saison complète. Tage Thompson, qui est un excellent joueur. Alex Stock, qui est un excellent joueur. Yuri Coolidge, on ne sait pas. Puis t'as Jack Quinn, on ne sait pas. Zach Benson, on ne sait pas. Fait que, tu sais, c'est rough pas à peu près. Là. Puis, tu sais, même si dans le fond, t'enlèves Yuri Kulich puis tu mets Ryan McLeod ici. Là. Ryan McLeod, c'est un excellent deuxième centre, mais c'est un gars de 40 points. Là. On s'entend, c'est pas un gars qui va driver un power play ou qui va te créer de l'offense soir après soir. C'est pas ce joueur-là. Fait que là, dans le fond, tu comptes sur Zach Benson ou Jack Quinn, quelque chose comme ça, de créer, tu sais, dans le fond, d'exploser, si on veut. Ils ont-tu des blessures? Tu sais, Greenway, Alexa qui était déjà dans le chose, puis Ukko-Pekka Luukkonen. Fait que c'est pas. Fait que dans le fond, il n'y a pas de blessure offensivement. Alexa qui est déjà ici dans l'alignement. C'est un top 6 là, ultra ordinaire. On s'entend? Puis même si Josh Norris joue toute la saison, ça reste ultra ordinaire. Fait que c'est ça. Sinon, dans le bottom 6, ben là, Jason Zucker, Ryan McLeod, puis Josh Doan, je trouve que c'est une excellente ligne. Ça va être toute une ligne, selon moi. C'est une troisième ligne, c'est incroyable. C'est une super bonne troisième ligne. Puis la quatrième ligne, ben, Malenstein, Krebs, puis Danforth, ou même si tu mets Greenway ici, c'est juste correct, c'est rien de spécial. Sinon, en défense, et là la force dans le fond de Buffalo. Là, on s'entend Rasmus Dahlin puis Owen Power dans la même équipe. Rasmus Dahlin qui est pairé avec Bowen Byram, ça fait une très bonne paire de défense. Deux joueurs qui peuvent bouger la rondelle extrêmement bien. Rasmus Dahlin, c'est un des meilleurs défenseurs dans toute la ligue. Bowen Byram qui a un peu de misère défensivement des fois, mais qui est quand même pas si pire que ça, mais sinon qui est très très bon offensivement. Owen Power qui est un joueur qui est très bon dans les deux sens de la patinoire, qui est 6 pieds 6, 6 pieds 7, puis il peut juste dans le fond, juste avec son reach, il peut détruire tous les jeux défensivement. Puis ils viennent d'acquérir, dans le fond, Michael Kesselring, qui va aider le top 4 assurément. Finalement, un joueur qui tire de la droite pour eux autres. Donc, le top 4, il est vraiment solide. Ils ont trois joueurs là, vraiment solides, prouvés. Puis Michael Kesselring, qui n'est pas nécessairement prouvé parce qu'il a fait juste une bonne saison, mais il a fait quand même une très bonne saison pour une première saison. Mais personnellement, c'est un top 4 que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce top 4-là. Puis après ça, tu as Mathias Samuelson, sa troisième paire, qui est beaucoup plus bon pour lui. C'est pas un joueur de top 4. Puis Connor Timmins, qui est un non-factor, dans le fond. Puis après ça, ben, dans le net, ils ont Alex Lyon. Sinon, ça peut être Ukko-Pekka Luukkonen. Ça peut être aussi Lévy, Gorgiev. En bout de ligne, tous des goalers qui, jusqu'à date, n'ont. Ben, en tout cas, Ukko-Pekka Luukkonen et Lévy, c'est deux goalers qui n'ont pas prouvé grand-chose. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va être mieux cette année que ça l'était l'année passée dans le net. Fait que, mettons que je leur prédis pas une grosse saison. Comme je disais, on va tout voir ça plus tard, mais je leur vois pas une grosse saison. Sinon, si on y va avec les fameux Boston Bruins, pas grand-chose qui a changé. Là, dans le fond, leur première ligne, Elias Lindholm, David Pastrnak, puis Morgan Geekie. Geekie a eu une très bonne saison l'année passée. Je me trompe pas, il a fait comme une soixantaine de points, quelque chose comme ça, mais à quel point c'est dû au fait qu'il y a David Pastrnak sur sa ligne. C'est un peu ça l'affaire. Et Yaslin Holmes, c'est pas un centre de première ligne, c'est un centre de deuxième ligne. Il est meilleur que ce qu'il a fait l'année passée, mais n'empêche que ça ne sera pas un centre de première ligne. Casey Middlestat, ce n'est pas un joueur que j'aime. Je pense que Pavel Zacha est probablement plus apte à devenir le centre de deuxième centre. Le centre de deuxième ligne. Ou sinon, il pourrait jouer aussi il pourrait jouer à gauche ici, dans le fond, puis remplacer Marat Kusnudinov, qui n'a rien à faire sur un top 6 à mon avis. À moins qu'ils veulent vraiment, comme, étendre les richesses de leur alignement sur plusieurs lignes. Mais honnêtement, si tu veux avoir une chance, tu peux pas avoir Marat Kusnudinov sur ta deuxième paire et avoir Pavel Zacha sur la troisième. Ça fait pas vraiment de sens. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une façon d'améliorer ça. Dans le fond, ils n'ont pas de première ligne, ils ont juste un premier winger.
Ils n'ont pas nécessairement de deuxième ligne là-dessus, à moins que tu mets Pavel Zacha ici. Puis encore là, c'est pas une deuxième ligne qui est très dynamique, là, loin de là. Tanner Janot, c'est correct. Et Simon, c'est correct. Crowley, c'est correct. Castellic, c'est correct. C'est tous des joueurs qui sont corrects dans le bottom six. Ça, c'est pas un problème, mais c'est juste. Ils ont un petit peu de profondeur dans le bottom six, mais le top 6 est quand même relativement terrible en dehors de Pasternak. Après ça, défensivement, ben ça, Charlie McAvoy, Hampus Lindholm, c'est deux joueurs extraordinaires. Surtout Charlie McAvoy, c'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Hampus Lindholm, il a été très, très bon depuis qu'il a rejoint les Bruins. Puis, dans le fond, il a toujours été très, très bon, mais il a comme une coche de plus. C'est vraiment un excellent défenseur. Mais après ça, tu peux pas avoir Mason Lohrei sur ta première paire. Ça fait aucun sens. Le gars, il est capable de bouger la rondelle. Oui, ça a toujours été le cas, même quand il joue dans la NCAA. Mais c'est un gars qui a aucune idée comment défendre. C'était pas beau l'année passée, ça sera probablement pas beau cette année. Puis je sais pas si ça va jamais devenir une force. Oui, il est gros, puis oui, il est grand, mais c'est pas quelqu'un qui sait nécessairement comment utiliser sa grosseur puis son reach pour défendre. Fait que c'est vraiment l'exposer, le mettre contre les meilleurs. Mettre Mason Lohrei contre la meilleure ligne de chaque équipe, c'est vraiment l'exposer puis ne pas lui donner de chance de s'améliorer. Après ça, Andrew Peak, Zadorov, Henry. Ces deux-là, dans le fond, ils sont juste corrects. Zadorov, c'est un joueur qui peut jouer sur un top 4. La défense, c'est quand même correct. Quand tu as Charlie McAvoy, Hampus Lindholm puis Zadorov qui peuvent toujours jouer dans un top 4, puis le reste à distribuer dans les places qui restent, quand même pas si pire. Fait que la défense est correcte. Puis dans le net, ben là, c'est Jeremy Swayman. Fait que est-ce qu'on a le Jeremy Swayman de l'année passée ou on a le Jeremy Swayman de l'année d'avant? C'est ça qu'il faut falloir savoir, mais n'empêche que ça sera pas assez pour aider l'équipe. Je pense que l'attaque est juste trop mauvaise. Dans le fond, pour faire ça simple, elle est juste trop mauvaise. Puis là, si on le compare avec les Canadiens de Montréal, dans le fond, évidemment, on a la première ligne, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Uri Slavkovsky. C'est sûr qu'ils vont jouer ensemble, à moins que Demidov pète tout et décide de mettre lui là, mais je pense pas parce que le fit est bon. C'est une des équipes, si tu prends les expected goals, c'est une des meilleures ligues dans toute la Ligue nationale l'année passée. Donc, c'est à garder. Patrick Laine, Ivan Demidov, ça a quand même une certaine chance de pouvoir fonctionner. Patrick Laine, ça reste à voir dans le fond qu'est-ce qui va être cette année. Oui, il a dit on va voir le meilleur Laine qu'on a vu. Il y a un Laine qui bouge ses pieds, c'est un bon Laine. Puis whatever ce qu'il dit, mais il faut que tu prouves à un moment donné que ce que tu dis, c'est vrai aussi. Fait ça reste à voir. Patrick Laine pourrait être très bon comme qui pourrait être le Laine de l'année passée, qui était pas très bon, admettons. Mais Ivan Demidov va aider sur cette ligne-là, puis c'est lui qui va driver l'offense, c'est sûr, à 100%. C'est lui qui va faire les jeux, c'est lui qui va créer l'espace. Mais il y a quand même un méga trou ici, puis il est là le problème. Dans le fond, Kirby Dak pourrait devenir le centre de deuxième ligne, mais c'est qu'on ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Il pourrait être s'il est meilleur que l'année passée, puis il n'est pas à moins 29, puis terrible défensivement, terrible offensivement, peut pas patiner, pas capable de back-checker, ben, déjà, ça va être un plus, mais c'est dur de voir un joueur passer de ce qui était l'année passée à un joueur de niveau top 6 cette année. Mais il a déjà, pendant quelques games, pendant quelques semaines, il a déjà prouvé qu'il était capable d'être ce joueur-là. Donc, c'est vraiment une question, est-ce que son fitness va être assez bon? Est-ce que sa confiance est de retour? Est-ce qu'il va être capable de le faire? Ça serait parfait, parce que c'est la raison pour laquelle ils l'ont acquéri, c'était pour avoir un joueur de deuxième centre. De deuxième ligne, dans un centre de deuxième ligne. Donc, il faut qu'il soit capable de faire ça, mais s'il n'est pas capable, on n'a personne pour prendre la relève. Owen Beck ne sera jamais ici. Kapanen, je ne suis pas convaincu que c'est un gars de deuxième ligne, probablement plus un gars de troisième ligne, à mon avis. Fait que ça reste à voir. Si on se ramasse avec Kirby Dak, puis Kirby Dak ne fonctionne pas, ou Kapanen est là pendant cette année, ou Owen Beck est là cette année, je pense qu'on a un problème. Alex Newhook pourrait peut-être y aller, mais encore là, c'est un autre point d'interrogation. Fait que finalement, peu importe ce qu'on met ici, à moins que Kirby Dak explose cette année, c'est tous des points d'interrogation. Mais sinon, le bottom six en tant que tel, c'est sûr que la quatrième ligne, c'est genre une des meilleures quatrièmes lignes dans toute la Ligue nationale. Très dispendieuse, on s'entend, mais Jake Evans, Josh Anderson, Brendan Gallagher comme quatrième ligne, c'est plus qu'excellent. C'est quatrième ligne élite, mais c'est probablement pas une ligne qui va jouer les minutes d'une quatrième ligne. C'est le genre de ligne qui vont mettre sa glace quand que l'autre équipe dans le fond, quand le Canadien a une avance de, mettons, 2 buts, ils vont mettre cette ligne-là sur la glace plus souvent qu'autrement, puis pour jouer défensivement. C'est une ligne qui va manger beaucoup de minutes, ce qui va faire en sorte que le top 6 va avoir plus d'énergie aussi. Parce que si ton top 6 joue 22 minutes,
Mais ça se peut qu'en fin de game, il n'y ait plus l'énergie si tu tires par en arrière. Mais si tu peux mettre une ligne comme Jake Evans, Anderson, Gallagher sur la glace pendant une quinzaine de minutes, ça donne beaucoup plus d'énergie au reste de l'équipe. Puis sinon, Zach Bolduc, là, ils ont mis Owen Beck, mais ça pourrait être Kapanen, ça pourrait être Florian Jacky, ça pourrait être. Y a-tu un blessé ici? Il n'y a pas de blessé ici. Fait que peu importe qui va être là, ça va être un de ces joueurs-là. Fait que Bolduc, excellent. C'est un joueur middle six en ce moment qui pourrait devenir un top 6 éventuellement. Même chose pour Alex Newhook. Je sais pas s'il a vraiment un talent top 6, mais c'est un gars qui peut très bien jouer sur une troisième paire. Puis après, troisième paire, sur une troisième ligne. C'est juste de voir en fond qui va être ici, qui pourrait aussi être le centre, et ainsi de suite. Sinon, en défense, je pense qu'on peut compétitionner avec presque n'importe qui dans la Ligue nationale. Là. Noah Dobson, Mike Matheson. C'est une paire qui a tellement, tellement, tellement de potentiel. C'est sûr que tout ça peut bouger pendant la saison, sauf que on parle de deux joueurs qui sont des patineurs. Matheson, c'est un patineur élite, c'est sûr à 100%. Puis Noah Dobson, s'il n'est pas élite, c'est genre une petite coche en dessous. Mais on parle d'un gars de 6 pieds 4 qui bouge extrêmement bien ses pieds, qui défend très, très bien aussi. Mike Matheson est aussi un défenseur qui est capable de bien défendre. Le problème, c'est qu'il fait des problèmes. Il prend des mauvaises décisions ou il force des jeux en relance ici et là, puis ça fait des revirements dans sa zone, ce qui est vraiment pas idéal. Mais Noah Dobson, c'est un défenseur qui peut défendre très, très bien, sauf que des fois, il va faire des petites erreurs ici et là, mais rien vraiment de trop grave. Des fois, il va faire des petits problèmes où il va forcer un jeu un peu comme Mike Matheson aussi, ça va arriver, puis il va avoir un revirement. Mais c'est des choses qui vont arriver si tu as une défense puis des défenseurs qui jouent 25, 26, 27 minutes par soir. Ça va arriver. Mais si tu peux avoir une défense avec Mike Matheson, Noah Dobson sur ta première paire, que tu vas mettre contre toutes les meilleures lignes de l'autre côté, puis après ça, tu as Caden Gooley avec Lane Hudson sur la deuxième ligne. Tu sais, tu peux égaliser le temps, puis tu n'auras pas Lane Hudson qui va toujours jouer contre la meilleure ligne de l'autre côté. Tu vas pouvoir comme l'isoler un peu. Puis en plus, tu as Caden Gooley à sa gauche. Ça fait un top 4, là, selon moi, incroyable. Incroyable. Puis ça fait un top 4 qui est bon là, mais qui est bon aussi pour le futur. Moi, personnellement, Mike Matheson, j'aimerais ça qu'il re-signe. C'est sûr que si Mike Matheson veut 8 millions, on va dire merci pour tes services, puis bonne chance où est-ce que tu t'en vas. Mais s'il veut un salaire raisonnable, Mike Matheson est un excellent joueur, à mon avis. Après ça, Alexandre Carrier, c'est ta troisième paire. C'est un luxe. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui peut jouer dans un top 4. C'est un gars qui peut être un numéro 4, dans le fond, dans une équipe. Mais si tu peux l'avoir sur ta troisième paire, puis tu peux l'avoir qu'un joueur comme Arbor Jacky ou Jaden Struble, c'est parfait. C'est des gars qui peuvent défendre très bien. C'est des gars qui sont capables de bouger la rondelle aussi. Donc, aucun problème. Je trouve que cette défense-là est vraiment solide. Puis sinon, ben, dans le filet, Sam Montembeault, il s'est amélioré à chaque année. Puis l'année passée, il était un goaler dans le fond, un goaler starter. C'était pas un des meilleurs goalers dans la Ligue nationale ou quelque chose comme ça, mais c'est un joueur qui est assez bon pour une équipe qui veut aspirer à aller faire les playoffs. Jacob Dobesch, il y a des games que oui, il y a des games que non, mais en même temps, c'était sa première année dans la Ligue nationale, donc c'est des choses qui vont arriver. La constance est quelque chose à travailler, mais c'est un joueur qui a quand même un certain potentiel. J'ai aucun problème avec ce tandem-là. Montembeault et Jacob Dobesch, pour moi, c'est parfait. Montembeault, il est très bon, puis Dobesch, il peut être très bon aussi. Juste bon, il travaille un petit peu sur sa constance. Donc, sinon, c'est pas mal ça. Si on vient ici, dans le fond, puis on regarde, dans le fond, l'alignement, ben, pas l'alignement, mais le classement de l'année passée dans l'Atlantique, on avait Toronto, Tampa Bay, Floride, Ottawa, Montréal, Détroit, Buffalo et Boston. Je suis pas mal sûr que, dans le fond, si on regarde ça, Buffalo et Boston, c'est pas mal les deux dernières équipes encore. Puis probablement je dirais probablement dans la même ordre. Je pense que Boston puis Buffalo ça va être 8e Boston, 7e Buffalo. Je pense que Détroit n'a rien fait pour vraiment s'améliorer puis prendre un step de plus. Donc, je pense qu'ils vont rester 6e. 5e, je pense que Toronto va prendre une grosse drop parce que perdre Mitch Marner défensivement, qui est un excellent joueur défensif, perdre Mitch Marner à 5 contre 5, perdre Mitch Marner sur le power play. C'est le gars, tu sais, dans le fond, Mitch Marner, c'est leur Demidov, si on veut. Dans le fond, c'est leur joueur. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on pense que Demidov peut devenir, Mitch Marner, c'était ça. C'était leur créateur de jeu, leur créateur d'espace pour tous les joueurs qui peuvent finir. C'était le distributeur à 5 contre 5. C'était le distributeur sur le power play. C'est le gars de transition. C'est le gars qui peut tout faire. Puis en plus, qui était excellent défensivement. C'était pas le joueur qui voulait qu'il soit dans les playoffs, sauf qu'en saison régulière, il faut quand même que tu fasses 82 parties de saison régulière pour t'y rendre aux playoffs. Puis Marner, dans ces 82 parties-là, était un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale. Donc, perdre ce joueur-là va être un gros coup pour Toronto, à mon avis. Donc, ils vont se ramasser en 5e place.
Après ça, je pense que ça va être le Canadien qui va prendre un petit step, qui va passer par-dessus Toronto. Donc, en quatrième place, j'aurai le Canadien. Après ça, la Floride, après 3 saisons de suite à faire aller en Coupe Stanley en perdant Matthew Tkachuk pour les premiers mois de la saison, je pense que ça va être une petite affaire plus compliquée peut-être, ou sinon même style. Ils ont fini à 98 points, c'est quand même bon, mais si tu compares, mettons, à Toronto qui a fini avec 108, c'est quand même un step en arrière. Je pense que ça va être dans le même style, hein, mettons 95, 96, 97 points. Après ça, je pense que ça va être Ottawa numéro 2. Excellent, excellent alignement. Très bonne équipe, à mon avis, qui va pouvoir jouer avec leurs bons joueurs toute la saison. Puis après ça, on va avoir Tampa Bay, parce que Tampa Bay, je pense que clairement dans l'Atlantique, c'est eux autres qui ont le meilleur alignement. En goaler, ils ont des défenseurs comme Edmond. À l'attaque, le top 6, c'est juste incroyable. D'être la profondeur, laisse à désirer une petite affaire, mais sinon, je pense que le top 6 il est juste malade, dans le fond. Fait que pour faire ça simple, dans le fond, Boston numéro 8, suivi de Buffalo, Détroit, Toronto, Montréal, Floride, Ottawa et Tampa Bay. Je pense que ça va être ça l'alignement. Fait que, si vous voulez, prenez le temps de laisser vos alignements dans les commentaires. Laissez-moi savoir si probablement ce que je pense fait du sens. Puis si vous avez un meilleur alignement que moi, prenez le temps de souscrire à la chaîne. Aimez la vidéo si vous avez aimé ce que j'ai fait. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le petit bouton hype, ça va m'aider. Puis sinon, on se voit dans le prochain. Peace.